Bienvenue à toutes et à tous. Je vous propose maintenant de commencer sur notre premier exercice d'oscillateur harmonique, où on a un système masse-ressort à l'horizontale sans être soumis à une force de frottement, donc libre de tout frottement. Nous lui avons donné une longueur à vide, donc c'est à longueur lorsqu'on ne sollicite pas le ressort, lorsque sa force de rappel est nulle, L0, donc on ne l'a pas posé à 0, donc dans nos équations nous allons faire un changement de variable. La masse est repérée par la position x. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'un système masse-ressort? En gros, notre modèle, c'est une masse ponctuelle. Bien que là, ça ressemble à un cube, mais en fait, c'est un point. Hein. On est encore en train de traiter de la dynamique d'un point matériel. Masse m reliée à un ressort de rigidité k qui n'a pas de masse. En fait, toute la masse est concentrée ici. Voilà. Et dans ce cas-là, donc nous avons en fait notre ressort qui est fixé, son extrémité libre est fixée au mur. Donc là, en fait, on a la continuation d'un mur. Tandis que notre masse est en train d'osciller à l'horizontale sur un sol sans frottement. Alors, une bonne façon de faire pour résoudre ce genre d'exercice, c'est justement de poser le repère comme j'ai fait ici. De vous arranger pour avoir au moins un vecteur unitaire. Plus tard, dans des exercices plus complexes, ce vecteur unitaire peut peut-être être un vecteur unitaire d'un repère mobile, comme le cylindrique ou le sphérique. Ici, le vecteur unitaire du repère cartésien suffit. Donc de mettre un vecteur unitaire qui soit collinéaire en fait, à l'axe du ressort, et qui pointe vers la masse, d'accord? Donc représenter une situation voilà, comme telle. Votre vecteur unitaire qui pointe vers la masse et l'origine à l'extrémité libre du ressort. Nous verrons aussi des cas où l'extrémité peut être en train de bouger. Pour l'instant, on commence avec des cas simples. Donc l'extrémité est fixe, l'extrémité libre est fixée au référentiel absolu, terrestre. Et nous avons placé le repère là-bas, en fait. Voilà. Donc vous avez votre origine à l'extrémité où il n'y a pas de masse du ressort, avec un vecteur unitaire qui pointe le long de la masse. En réalité, on pourrait résoudre cet exercice sans le vecteur unitaire EY. Ce serait possible. Commençons. Essayons de trouver les équations de mouvement, et même mieux, trouvons la solution, en fait, sur la position x de t de notre masse. D'accord? Sa position en fonction du temps. Alors, le référentiel. C'est le référentiel terrestre, galiléen, absolu, première et deuxième loi de Newton, vérifié. Alors, terrestre, et troisième loi de Newton aussi, bien sûr, vérifié. Mais ça, c'est valable même dans un référentiel accéléré. Principe d'action-réaction. Notre repère, nous n'en avons qu'un. C'est un petit repère cartésien, fixe. Cartésien, muni de l'origine O, d'un vecteur unitaire E1 et d'un autre vecteur unitaire E2. Et comme je dis, il est fixé au référentiel. Notre système, alors je sais qu'on parle de système masse-ressort. Moi, la façon dont je l'approche quand j'écris le système ici, je parle de la masse M. Pourquoi? Parce que au final, c'est la masse, on va représenter les forces sur la masse, d'accord? Vous voyez, par exemple, la force de rappel, j'ai vraiment représenté sur la masse, pas au bout du ressort ici, vraiment sur la masse. Donc, le système, c'est vraiment ça. Là, le ressort, je pourrais même l'éjecter du dessin et simplement représenter la force de rappel. Car le ressort n'a pas de masse en tant que tel. Toute la masse est concentrée sur notre petit point ici, qui est plutôt gros dans ce cas-là. Mais c'est un point. Faut me croire. Faut pas me croire, mais c'est le cas, c'est le modèle. Référentiel repère, système, condition initiale, non, je m'en moque pas. Je m'en moque pas du tout même. Alors je sais que j'aurais dû aborder le modèle des forces, mais les forces ici, j'ai besoin de parler un peu de la force de rappel, donc je le garde pour après. Condition initiale, donnons-lui une position initiale, voilà, x de 0 égale x0, et la vitesse initiale x.0 égale x point avec un sous-indice 0. Toujours très original, mais c'est suffisant, ça suffira. Peut-être qu'ici on vous dira que voilà, par rapport au repère, x0 c'est 5 mètres et x.0 c'est peut-être 2 mètres par seconde, ou moins 2 mètres par seconde. Moins 2 mètres par seconde, ça veut dire qu'on pousse la masse, donc on lui donne une vitesse initiale de 2 mètres par seconde dans le sens opposé à x. D'accord? Un signe négatif ici signifierait être opposé au vecteur unitaire EX, donc dans le sens opposé. Maintenant, le modèle de force. Alors, le modèle de force, je vais le faire en fait ici. Peut-être je vais le faire là, mais je vais commencer à parler de la force de rappel ici. Parce qu'après, je vais la répercuter dans le modèle de force. La force de rappel ici, elle sert à quoi?
Vous avez, donc c'est la loi de Hooke, hein, qui dit que la force de rappel du ressort est directement proportionnelle à l'élongation du ressort. D'accord ? Votre ressort, il est bien quand il est à sa longueur à vide. D'accord ? Il est content, c'est le roi du monde lorsqu'il est à sa longueur à vide. Rien ne se passe, il est au repos. Maintenant, vous l'allongez. Eh bien, la force de rappel va agir de façon à ramener, d'accord, le ressort à une longueur égale à L0. C'est ça son job, à la force de rappel du ressort. Ramener le ressort à une longueur valant L0. Donc si vous le comprimez aussi, la force de rappel, elle va agir comme ça pour ramener le ressort à une longueur à vide qui vaut L0. Maintenant, c'est un modèle. En réalité, des ressorts ne sont pas linéaires, d'accord ? Parce que là, on a une relation de proportionnalité directe entre élongation et force à appliquer, ce qui n'est pas le cas. Si votre compression est extrême ou votre élongation extrême, vous perdez ce rapport de proportionnalité. Donc, dans le modèle, on ne considère pas ces cas extrêmes, mais on va dire, si vous voulez essayer d'appliquer ça à un cas réel que vous étudiez des déplacements qui soient, on va dire, pas trop grands par rapport à votre ressort. C'était juste pour faire un commentaire là-dessus, sur le modèle de la loi de Hooke. Ok. Alors, ce modèle nous dit que la force de rappel, donc là pour l'instant je vais parler de sa norme, parce que je sais que le problème c'est toujours de comment placer le moins ou le plus, ou comment orienter cette force. Donc là, on va parler de la norme déjà. La norme, ça va être égal à K fois delta L, d'accord ? K, c'est la constante de rigidité du ressort. Delta L, c'est l'élongation. L'élongation ou, la différence de longueur, d'accord ? Comparé à son état au repos. Alors là, si vous voyez, avec cette façon de placer le repère, nous l'avons directement l'élongation, parce que on peut directement mesurer en fait là où est la masse, x, ça nous donne la longueur totale à un instant t du ressort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là ? Puisque si je veux l'élongation de ça, j'ai simplement besoin de mesurer l'extrémité où il y a la masse. Donc en fait, si je veux être ultra rigoureux, je ferai la longueur totale du ressort, ce serait x de t moins 0. Donc là, je pourrais dire que delta L, en fait, ce serait longueur totale moins la longueur au repos. Donc je peux directement mettre moins L0. Or, la longueur totale, dans mon repère ici, ce serait x, sous-entendu x de t, d'accord, puisque la position de la masse va changer, x, moins 0, parce que ici, je l'ai placé, l'extrémité ici, je l'ai placé à l'origine. Mais si j'avais placé mon repère un peu plus loin, peut-être ça se serait appelé d, d'accord ? D'où l'utilité de placer votre repère, au moins à l'origine. Vous aurez pu aussi placer votre repère plus bas, parce qu'il n'y a pas de mouvement selon la verticale, ça, c'est pas très important. Mais là, votre point de départ pour la coordonnée horizontale doit correspondre à là où se trouve l'extrémité sans masse de votre ressort. C'est ça quand je dis extrémité libre, parce que là, en l'occurrence, l'extrémité est fixée. Donc x moins 0, voilà, donc ça va donner x, et le moins L0, il reste. Donc votre delta L est bien égal à x moins L0. Maintenant, toute l'histoire est, quel est le sens ? Eh bien, le sens, il va donner comme ça. FR, je vous ai dit, il va s'opposer à une élongation. Il s'oppose au changement d'état. Lui, il veut que le ressort revienne à L0. Donc s'il s'oppose, il a un moins. Le K, il reste. Et là, ce qu'on va avoir, on pourrait écrire en fait delta L sous forme vectorielle pour une formule générale. Parce que là, le delta L que je vous ai exprimé, c'est déjà dans ce repère-là. Mais comme forme générale, on pourrait dire ça. Moins K fois delta L. Et là, on devrait placer un repère pour projeter. Et ça, on l'a déjà fait. Parce que maintenant, je sais que j'ai moins K, x moins L0. Et quel est le vecteur unitaire le long de l'horizontale ? C'est EX. Et maintenant, vous allez me dire, ah, mais il faut considérer si ma masse, si mon ressort est comprimé ou allongé. Non. Cette force de rappel va bien couvrir tous les cas, regardez. Parce que si vous êtes plus grand, si votre x, si vous allongez le ressort, donc la force de rappel veut revenir en arrière, d'accord ? Donc la force de rappel, elle devrait vraiment être dans le sens que j'ai représenté ici. Donc notre x est plus grand que L0. X moins L0, c'est une quantité positive. K, c'est positif. Positif fois positif, positif. Il y a un moins devant, donc c'est négatif. Donc notre force de rappel est en moins EX. C'est le cas, ça va revenir à L0. Maintenant, je comprime le ressort. Donc mon x est plus petit que L0. X moins L0, ça va être une quantité négative. Fois K, qui est positif, ça va encore être une quantité négative.
avec un moins, ça va nous donner une quantité plus positive. Donc notre force de rappel va être collinaire et dans le sens positif de x, donc dans le sens de x. Donc notre force de rappel, elle serait comme ça. Ce qui est logique, encore une fois, parce que là, on a traité un cas où on avait comprimé notre ressort. Donc là, cette expression de la force de rappel est bonne. Après, comme je le dis, si vous avez vous pouvez avoir un exercice où votre ressort est un peu, comment dire, vous ne pouvez pas aussi bien placer un repère. Peut-être que le repère, vous êtes obligé de le placer à un autre point, et après, vous devez aller tirer des vecteurs. Eh bien, gardez en tête cette expression, et c'est à vous de trouver delta L. Simplement, vous devrez, d'une façon ou d'une autre, placer un vecteur unitaire le long de votre ressort. Ça, ce sera obligé. Rien que pour exprimer le L0, quoi. Donc là, vous placerez un vecteur unitaire le long de votre ressort, et vous raisonnerez en fait de la même manière. Et même si votre extrémité bouge ici, eh bien, vous n'aurez pas 0 simplement. Vous aurez une coordonnée pour l'extrémité ici qui n'a pas de masse. Ça, on le verra après lorsqu'on aura un oscillateur harmonique excité. Voilà. J'espère que là, c'était un peu plus clair déjà. Mais si vous posez comme ça, votre repère, et vous définissez comme j'ai fait, votre force de rappel, vous pouvez toujours la définir comme ça. Et physiquement, ça a un sens physique. Ça s'oppose au changement d'état vis-à-vis de la longueur. Donc à l'élongation. Ça s'oppose à l'élongation du ressort. Très bien, maintenant je peux adopter mon modèle de force, bien que j'ai largement parlé d'une des forces. Alors, qu'est-ce que j'ai? Autant en profiter, vu que maintenant je l'ai défini clairement. La force de rappel du ressort est égale à moins k fois x moins L0 fois le vecteur unitaire EX. À la verticale, qu'est-ce que j'ai? J'ai le poids, j'ai la réaction normale du support. Donc j'ai simplement mg qui est égal à moins mg EY. Et je vais avoir la réaction normale du support qui est égale à quoi? Elle est égale à n EY. Très bien. Maintenant, alors, on va appliquer la loi de la dynamique, ça va être la deuxième loi de Newton, appliquée au système dans le référentiel absolu. Donc la loi de la dynamique, on l'applique. Donc, deuxième loi de Newton. Nous allons avoir que la somme des forces extérieures s'exerçant sur la masse doit être égale à sa masse fois son accélération. Je dois vraiment faire attention à ces craies. Les forces extérieures, qu'avons-nous? Alors je vais peut-être revenir à la ligne ici. Bien. Moins kx moins L0, ça va être en EX, plus n, ça va être en EY, moins mg, ça va être en EY. Je vais juste prendre un verre, donc ici je vais avoir du EX, ici j'ai du EY, et ici j'ai du EY. Tout ça, ça va être égal à la masse fois l'accélération. Comment exprimer l'accélération? Vous avez votre repère cartésien, vous avez les coordonnées x et y, vous prenez simplement les dérivées temporelles des composantes de votre vecteur position, puisque le vecteur position ici c'est x ex plus y ey, vous dérivez ça 2 fois par rapport au temps. Vos vecteurs unitaires sont fixés au référentiel, donc leurs dérivées temporelles sont nulles. Donc vous avez ce que vous avez toujours appris, x point point plus y point point, mini, ce sont les composantes selon ex respectivement et ey. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales. Donc selon ex, je vais avoir quelque chose, et selon y aussi. Selon ex, j'ai moins k x moins L0 qui doit être égal à mx point point. Tandis que selon y, j'ai n moins mg qui est égal à my point point. Sauf que, est-ce que j'ai un mouvement à la verticale? Est-ce que ma masse est en train de sauter? Non, elle est en train de se déplacer à l'horizontale. Donc je peux directement dire qu'il n'y a pas d'accélération selon la verticale. Oui, s'il n'y a pas de mouvement sur la verticale, et qu'il n'y a pas de vitesse initiale à la verticale, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de mouvement et l'accélération vaut 0, donc n égale mg. Donc on a un résultat qui est trivial, qui ne va pas nous servir à grand-chose en fait. Juste pour nous dire que voilà, le support fournit la réaction qu'il faut pour que la masse ne s'enfonce pas dedans. Ce qui nous intéresse, c'est cette équation-là. Le mx point point égale moins kx moins L0. C'est une équation différentielle, car vous avez la coordonnée position x et vous avez sa dérivée qui apparaît, la dérivée seconde par rapport au temps, qui est l'accélération. Sauf que cette expression ne nous convient pas. Pourquoi? Parce que nous, on veut du mx point point égale moins kx, pas du moins kx moins L0. Donc on va faire un changement de variable. Quel changement de variable on va faire? Eh bien, on va demander ce qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait, on voulait mx point point égale moins kx. Alors comment vous savez que vous voulez ça?
parce que vous savez que c'est comme ça que vous pouvez trouver la solution dans un oscillateur harmonique, d'accord? Donc c'est des choses que vous apprenez en pratiquant. Donc vous apprenez en fait à faire le bon changement de variable. En réalité, ce que vous pourrez aussi penser, c'est L0 est une constante, vous voulez faire dégager la constante. Donc en fait, vous prenez tous les termes constants qui accompagnent X. Ce serait une autre façon de le voir, mais ça ne marche pas toujours, dépendamment si vous avez développé ou pas votre équation. Donc, ben si, en gros, embarquer les termes constants, ce serait une bonne façon de l'approcher. Donc là, moi, je prends le changement de variable, je veux moins KU, parce que c'est ce que je veux, hein. En fait, je veux pas du moins KX moins L0, je veux du moins KU, égale moins KX moins L0. Par conséquent, je me rends compte que U vaut quoi? U vaut simplement X moins L0. Donc en fait, le bon changement de variable à poser, ça aurait été delta L. En fait, U, c'est delta L. Ça, c'est le changement de variable à poser. Mais je vais le nommer U parce que se trimballer delta L dans une équation différentielle, c'est pas très beau à voir. Maintenant, je dérive par rapport au temps, parce qu'il faut que je trouve U point point. Si je dérive une fois par rapport au temps, j'obtiens U point égale X point. Le L0 est parti, c'est une constante. Je dérive encore par rapport au temps, j'obtiens U point point égale X point point. Et ça, c'est un peu la magie en fait de votre changement de variable. Lorsque vous le faites via une constante, ça vous montre que votre solution est simplement translatée. Elle est translatée d'une constante donnée. Mais ça ne change pas la nature en fait, de votre solution. Elle est simplement translatée. Par conséquent, je peux réécrire cette équation différentielle que j'avais comme MU point point égale moins KU. Maintenant, je vais me permettre de poser U point point égale, je divise par la masse, moins K sur M, et je vais appeler K sur M oméga carré. Donc je vais U, voilà l'équation que j'ai. U point point égale moins oméga carré U, avec oméga positif égale racine de K sur M. Et ça, c'est à connaître, c'est la pulsation de votre système. Pulsation. C'est la pulsation de votre système masse-ressort. Et la pulsation, c'est quoi? C'est 2π fois la fréquence ou 2π sur la période. Donc en fait, avec ça, vous retrouvez la période d'oscillation, à savoir. Puis ça nous fait une belle constante ici à avoir pour poser notre solution. Comme ça, on ne se balade pas avec des K sur M ou des racines de K sur M. La solution de ça, eh bien, en fait, vous devez la connaître parce que vous n'avez pas encore tous les outils pour la trouver. Donc on vous la donne. En fait, vous avez posé que U égale, donc c'est sous-entendu U de t, est égal à A fois cosinus oméga t plus B sinus oméga t avec A et B constants. D'accord? Alors, si vous avez vu la vidéo que j'avais traitée sur les équations différentielles, j'ai déjà fait ça, mais je peux le refaire ici, où je montrais comment trouver A et B. Eh bien, on dérive encore une fois par rapport au temps. U point de t est égal à A, le oméga va sortir, et rappelez-vous, c'est une constante. A oméga, on va avoir un moins sinus oméga t, puisque le cosinus, en étant dérivé, va donner un moins à la fonction sinus. On va avoir plus B oméga cosinus oméga t. Nous continuons, nous avons la dérivée seconde. Nous obtenons, donc je rabats le moins devant, moins A, j'ai un oméga encore qui sort, oméga carré. Cette fois-ci, j'obtiens un cosinus oméga t qui vient du sinus. Ici, je vais avoir un moins qui va venir du cosinus. J'ai un oméga qui va sortir, donc oméga carré. Et ma fonction cosinus va devenir un sinus. Et vous voyez en fait que là, ce que j'ai, si je factorise par moins oméga carré, je me retrouve avec A cos oméga t plus sinus oméga t, ce qui revient à U de t. Donc je viens de prouver en fait que ça, puisque je me retrouve avec moins oméga carré U de t, j'ai bien U point point égale moins oméga carré U de U. D'accord? Donc là, je viens de vérifier mon équation différentielle. Donc je vérifie bien que mon accélération est bien égale à moins oméga carré U. Donc la solution que j'ai posée est une solution correcte. C'est une solution de mon équation différentielle. Bon, ça c'est bien, c'est fait au moins. Maintenant, je vais trouver les constantes A et B, parce que je n'ai pas envie de rester là. Alors, comment les trouver? Eh bien, pour trouver A et B, on va faire appel aux conditions initiales, CI. Alors, je vais faire appel à la condition initiale sur la position et sur la vitesse. Alors, je sais que x point de 0 et u point de 0 vont être les mêmes, car u point est égal à x point. On va déjà exploiter ça. U point de 0 est égal à x point de 0, parce que x point de t, c'est sous-entendu du temps, x point de t est égal à u point de t. Et ça, je sais que c'est égal à x point 0, j'ai simplement appelé comme ça, x point 0, c'est ma vitesse initiale, peut-être c'était plus, moins, 2, 3, 4, 5 mètres par seconde. Et on va donc dire que là, on va remplacer notre u point de 0. U point il est là, si je mets un 0 pour le temps ici, le sinus va tomber, par contre le cosinus va rester, donc je vais avoir un b oméga qui reste. Donc je vais avoir b oméga qui est égal à x point de 0. Donc je vais avoir que b est égal à
x point à 0, donc la vitesse initiale, divisé par oméga. Donc ça, j'ai trouvé b. Maintenant, par contre, pour u de t, je ne peux pas dire u de t, u de 0 est égal à x de 0, car j'ai une translation en fait ici. Donc je vais simplement poser que u de 0 est égal à x de 0 moins L0, d'accord? Pour trouver a. Alors, bah oui, je vais le faire en fait. Du coup, je vais dire u de 0, c'est égal à x de 0 moins L0, d'accord? U de 0, parce que là c'est sous-entendu u de t est égal à x de t moins L0, ça dépend du temps, x dépend du temps. La position change en fonction du temps de notre système masse-ressort, il oscille, je vous le rappelle, hein, sa position va changer, elle n'est pas constante dans le temps. Et là, u de 0, on le remplace, eh bien, on injecte un 0 ici, on obtient 1 pour le cosinus, on injecte un 0 ici, à la place du temps, on obtient 0, sinus de 0 égale 0, donc on obtient a est égal à x0 moins L0. x de 0, qu'on a appelé x avec un sous-indice 0, rappelez-vous, hein, c'est la façon dont j'ai nommé les conditions initiales. J'aurais pu leur donner d'autres noms, c'était mon choix de les nommer comme ça. Maintenant que je connais a, et alors c'est x0 moins L0, maintenant que je connais a et b, je peux réécrire u de t, je vais le faire. U de t est égal à a, on a dit que c'était x sous-indice 0 moins L0, d'accord? Plus b, c'était x point 0 divisé par oméga, fois sinus. Alors, oui, si j'oublie le cosinus, ça ne va pas le faire. Donc, cosinus oméga t, plus x point 0 divisé par oméga, fois sinus d'oméga t. D'accord? Mais u de t, si je veux vraiment être un puriste et revenir à ma solution x de t parce qu'on me le demande, eh bien je rétablis l'équation u de t égale x de t moins L0. Donc x de t est égal à u de t plus L0. N'est-ce pas? On passe juste cette équation-là, on la prend, on passe juste le L0 de l'autre côté. Donc on obtient bien x égale u plus L0. Donc si je veux revenir à ma variable d'origine, j'ai simplement besoin de faire le changement de variable dans l'autre sens. Donc j'obtiens x de t est égal à u de t plus L0. Et j'ai simplement besoin de réécrire tout cela. Donc j'obtiens x0 moins L0 cosinus oméga t plus x point 0 oméga sinus oméga t plus bien sûr ma longueur à vide. Et voilà comment je retrouve ma solution. Je vérifie juste pour les signes. Je sais que la solution, sinon, hormis cela, est correcte. Oui. C'est bon. Voilà, donc voilà comment vous pouvez retrouver vous pouvez trouver la solution pour un oscillateur harmonique simple. Donc la solution, vous devez la prendre, hein, le a cos oméga t plus b sin oméga t, c'est à savoir. Vous savez comment faire, enfin maintenant j'espère pratiquer ce changement de variable, il vous sera utile, parce que souvent les premiers exercices, on vous dit la longueur à vide est nulle, justement pour éviter que vous fassiez ce changement de variable, mais apprenez à le faire, c'est vraiment pas dur. Puis après, voilà, vous retrouvez vos conditions initiales, enfin vous trouvez vos A et B, vos constantes, via les conditions initiales sur la position et la vitesse de votre système. Puis, si vous avez vraiment besoin, vous pouvez rabattre votre solution sur la variable de départ, si cela vous est demandé. Je vous remercie, je vous conseille de pratiquer et je vous dis à une prochaine vidéo.